Bonsoir, Laszlo Nemes. Bonsoir. Alors c'est un grand angle un peu spécial aujourd'hui, prolongé, élargi avec la page culture du 64 minutes. Donc pour vous accueillir avec Jean-Baptiste Urbain, vous êtes Laszlo Nemes, vous êtes hongrois, vous êtes né à Budapest il y a 38 ans. Vous avez passé une partie de votre enfance et de votre jeunesse étudiante en France. Vous parlez d'ailleurs parfaitement le français, on va s'en apercevoir. Vous êtes retourné en Hongrie à 26 ans, je pense, pour devenir scénariste et cinéaste. Vous avez réalisé plusieurs courts-métrages, vous avez travaillé aussi avec le réalisateur hongrois Béla Tarr. Et puis après des années de préparation, de recherche, vous avez réalisé votre premier long métrage, Le Fils de Saul, donc un film qui a reçu le Grand Prix du Festival de Cannes, c'était en mai dernier. Il sort d'ailleurs en France et en Suisse mercredi prochain. Il est déjà sorti en Belgique et il a été présélectionné pour représenter la Hongrie pour l'Oscar du meilleur film étranger. Alors, pour présenter votre film, Le Fils de Saul, le mieux c'est peut-être de vous demander de nous le résumer en quelques mots, si c'est possible. En fait, c'est une journée dans la vie d'un travailleur du crématoire. C'est un membre du Sonderkommando. Les Sonderkommando étant des équipes spéciales qui sont isolées du reste du camp, qui mangent mieux, qui peuvent se vêtir, mais qui... Des équipes spéciales sélectionnées parmi les déportés juifs. Parmi les déportés, à Auschwitz donc notamment, qui sont chargés, qui sont forcés d'assister les nazis dans l'extermination. Donc c'est des gens qui brûlent leur propre peuple. Ouais. Et qui sont d'ailleurs condamnés à mourir à très brève échéance. Et qui savent qu'ils vont mourir au bout de... Enfin, qu'ils vont mourir... quelques mois ou quelques semaines plus tard. Voilà. Alors le mieux aussi peut-être pour parler d'un film, c'est d'en voir un premier extrait, Jean-Baptiste. Oui, c'est un extrait qui est plutôt au début du film, dans la première partie. Un enfant est découvert, il réchappe aux chambres à gaz, les gardes vont l'achever, et Saul, le personnage principal, on va en parler, que vous suivez pendant tout le film, Saul croit y reconnaître son fils. Il va donc tout faire pour lui trouver une sépulture, pour trouver un rabbin qui va faire dire le Kaddish. Ça va être son obsession, et c'est pour ça qu'il va voir un médecin du camp d'Auschwitz. Je propose de regarder cet extrait. Ne boncolja fel a fiút. Hagyja így. Nem. Raus. Rokonod. Akkor is. Nincs rá szükséged. De a fődök kinek van? Hova valósi vagy? Ungvárra. Ugyanolyan rob vagyok, mint te. Este kapsz 5 percet, hogy egyedül lehess vele. De a végén ugyanúgy elég a többivel. Mi a neved? Oszlander. Saul. Voilà, vous venez de voir cet extrait, Laszlo Nemes, vous venez de le dire, on parle des Sonderkommando, on en suit un en particulier, Saul, donc les Sonderkommando qui sont ces auxiliaires des nazis qui vont ensuite être assassinés à leur tour. Pourquoi ce focus en particulier sur cet épisode peu connu, ce moment peu connu, cet aspect peu connu des camps d'extermination? Les Sonderkommando étaient des gens qui se trouvaient dans une situation incroyablement tragique. Ils écrivaient, ils ont laissé des textes dans la terre. Et donc, quand j'ai lu les textes, les manuscrits des Sonderkommando... C'est ce qu'on appelle les rouleaux d'Auschwitz, Les rouleaux d'Auschwitz. J'ai été transporté comme lecteur dans le lycée maintenant de l'extermination. C'est quelque chose que j'ai jamais ressenti. Et ce que j'ai voulu faire, c'est par les moyens du cinéma de transporter le spectateur dans le présent d'un individu qui se trouve au milieu du camp. Et d'avoir de faire naître une intuition de toutes les limitations
de toute l'impossibilité de connaître l'instant qui vient de l'individu qui est dans l'univers concentrationnel. C'est pour ça que vous avez pris le parti pris de mettre votre caméra à hauteur, je dirais, des yeux de Saul. On a l'impression que le spectateur voit ce que Saul voit, en fait. Il vit comme lui. Voilà, c'est ce qui a jamais été montré, je pense, au cinéma, c'est-à-dire la vision de l'intérieur, et pas être toujours distancé par rapport au personnage. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est vraiment donner une impression de l'intérieur. Ouais. Alors, il y a le réalisateur du documentaire Shoah en France, Claude Lanzmann, que vous connaissez sûrement, a dit un jour qu'on ne pouvait pas faire de fiction sur la Shoah, que c'était impossible, que c'était immontrable. En fait, votre film prouve le contraire, d'une certaine manière. Je crois que ce qu'on a essayé de faire, c'est de donner l'angle humain. Et si on fait le portrait d'un homme, on laisse beaucoup de place à l'imagination du spectateur pour reconstituer quelque chose du contexte. Parce que le contexte, si on essaie de le montrer frontalement, on le réduit quelque part. Et donc pour nous, c'est le visage d'un homme qui donne toute la mesure à la destruction. Pourquoi faire un film sur un sujet aussi sensible, cette horreur absolue? Qu'est-ce qui, au départ, vous a poussé à le faire? Un premier film en plus. Ouais. C'est justement parce que j'avais l'impression que le cinéma essayait de rester à l'extérieur, de rassurer le spectateur en donnant, en adoptant la stratégie du mouchoir, disons, de faire pleurer. La stratégie du mouchoir, c'est-à-dire c'est de faire pleurer les gens par les gens. Votre film n'est pas un film d'émotion. On est plutôt captivé par. On est scotché, comme on dit, à son siège, mais on ne pleure pas. J'essaie de faire naître de l'empathie d'une manière instinctive, de transporter le spectateur d'une manière immersive, viscérale dans la situation, et que l'expérience reste avec le spectateur, qu'il n'oublie pas en sortant de la salle ce film. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont certains films, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, certains films ont montré la Shoah? Je pense notamment à La liste de Schindler de Steven Spielberg, avec cette scène... par exemple, de douche qui a été beaucoup commentée. Il y a d'autres films aussi qui ont montré des choses. On parlait de la joliesse de certaines scènes, où c'était trop beau. Oui, la scène de la douche est très problématique, parce que les douches à Auschwitz, c'est pas des douches, c'est des chambres à gaz. Donc ce qui m'a dérangé toujours, c'est l'exception, c'est de parler de l'exception, de parler de la survie. Quand on arrive à Auschwitz en tant que détenu, on a peut-être 1 semaine ou 2 semaines à vivre en général. Et l'exception, la survie, l'héroïsme, c'est quelque chose d'extrêmement réduit. Donc moi, j'ai voulu parler de la règle et de l'extermination. Oui, parce que dans votre film, on ne voit évidemment pas cette scène de douche. Par contre, on voit les déportés qui arrivent, qui se déshabillent. On voit Saul et ses camarades du Sonderkommando qui sont chargés de récupérer leurs vêtements, puis on les voit rentrer dans ce qu'on imagine être ces douches. Et puis les portes se ferment, et puis on entend les mains, les gens qui frappent sur les portes. Et c'est en fait beaucoup plus fort que vous faites participer le spectateur par l'imagination, en fait. Voilà, je crois que c'est l'imagination du spectateur qui doit marcher. Il y a des choses qu'on ne peut pas représenter d'une manière frontale. Ouais. Alors, Jean-Baptiste en parlait. Donc Saul voit un enfant, on voit cet enfant qui en fait n'est pas mort, qu'un officier, ou qu'un nazi tue, et il veut le récupérer. Est-ce que c'est vraiment son fils? D'ailleurs, est-ce que c'est important? C'est le voyage du spectateur dans le film, pendant la quête de Saul, du personnage principal. Le spectateur va découvrir ce que le sens du geste de Saul peut représenter pour le spectateur. C'est important pour Saul, c'est ça qui motive toute son action, enfin dans une bonne partie du film, c'est de lui donner cette sépulture, pour cet enfant, qu'il croit être le sien, ne soit pas transformé en cendres. Oui, c'est de donner une histoire à un individu qui est en train d'être effacé de la surface de la Terre. Ouais. C'est votre idée, cette idée de sépulture? Oui, c'est mon idée. Oui. Ouais.
Ça c'est la part de l'imagination du réalisateur. C'est la part de l'imagination. Parce que vous vous êtes inspiré beaucoup, on en a parlé tout à l'heure, des rouleaux d'Auschwitz. Oui. C'était vraiment le point de départ de ce film, les rouleaux. Jean-Baptiste, peut-être peut-être qu'on peut voir deuxième un extrait, deuxième oui. extrait, parce que cette quête obsessionnelle de Saul pour trouver cette sépulture, pour enterrer celui qu'il pense être son fils, c'est aussi une quête du rabbin pour dire le Kaddish. Donc il cherche partout un rabbin, y compris dans cet extrait de votre film, La Slow des Messes. Rabbi! Voilà, Xavier parlait de ces sons qui sont beaucoup plus forts que ce que l'on voit. De façon générale, il y a le hors-champ, il y a le flou. D'ailleurs, votre film, on peut révéler le premier plan, il est flou, et puis on voit apparaître Saul qu'on distingue et qu'on ne va pas lâcher jusqu'à la fin du film. Comment on joue, comment on filme ce qu'on ne peut pas filmer, comment on montre ce qui est flou. Nous, on s'est vraiment concentré à hauteur d'homme sur le visage d'un individu. Donc pour nous, c'est la référence. Et on reste toujours avec cet individu-là. Et le reste, en général, reste dans le flou. Et toutes les informations qui arrivent, en général, sont fragmentaires, partielles. Et c'est au spectateur de recréer l'ensemble. Vous avez attaché une importance première au son. Le son est très présent. Pourquoi ? Le son est là pour dire qu'il y a beaucoup plus que l'image. Parce que l'image est très restreinte, donc le son donne une référence permanente à tout ça. Et comme dans les camps, les individus n'avaient pas accès aux sources des informations ou des sons, dans ce film aussi, on a essayé de faire en sorte que ça soit toujours frustrant de ne pas connaître les sources des sons qui sont pourtant là et qui passent aussi, qui montrent que le crématoire est en marche continuellement. Physiquement éprouvant, c'est une épreuve physique, votre film. Vous l'avez voulu comme ça ? J'ai voulu que ça soit, que le cinéma peut le faire, c'est-à-dire constituer une expérience immersive et viscérale, et c'est ce qu'on a voulu essayer de faire, oui. Alors, il y a une photo que je voudrais qu'on vous montre, une photo évidemment qui va vous parler tout de suite. C'est une des seules photos qui reste aujourd'hui de la solution finale. Et dans votre film, il est raconté en fait comment cette photo a été prise par les Sonderkommando. Disons que c'était dans mon film, c'est une tentative. C'est pas exactement cette photo-là. Mais c'est, j'imagine, en pensant à cette photo que vous l'avez intégrée dans votre film. Voilà, quand j'ai lu les manuscrits, j'ai eu accès aussi à ces photos que je n'avais jamais vues auparavant. Ouais. Et ces photos sont liées à ce que les Sonderkommando faisaient. C'est-à-dire, ils étaient en train de réfléchir comment arrêter cette machine, comment faire connaître au monde ce qui était en train de se passer à Auschwitz-Birkenau. Ouais. Donc ils ont pris des risques inouïs pour prendre ces photos qui nous sont restées et qui donnent une image, qui laisse une trace de l'extermination. C'est aussi un peu l'histoire, c'est pas vraiment l'histoire de votre famille, mais évidemment votre famille est une famille juive d'origine ukrainienne, je crois, qui est venue... Hongroise. Oui. J'ai lu ukrainienne, donc... non, parce qu'aujourd'hui c'est de l'Ukraine occidentale, mais qui est venue s'installer en Hongrie. C'est une famille hongroise, aux confins de plusieurs civilisations, mais c'est une famille hongroise. Oui. Jean-Baptiste, peut-être encore sur le film ? Oui, juste, on va pas parler technique, mais tout le monde l'a vu sur ces deux extraits. C'est du 4/3, vous avez filmé en 35 mm. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça change ? De filmer en pellicule, pour moi c'est du cinéma. La pellicule est inséparable pour moi du cinéma. C'est l'âme du cinéma. C'est ce qu'on est en train de perdre avec la numérisation à tout va. On est en train d'oublier que la projection c'est une image
figé, puis de l'obscurité, puis une image figée, et dans votre cerveau, ça devient du mouvement. Et ça, c'est la magie du cinéma. Et vous n'avez pas eu peur de faire trop beau, justement, ce qu'on disait, la photographie est magnifique dans le film. Enfin, À mon avis, on a beaucoup résisté à rendre le film beau. C'était un de nos principes fondateurs. Après, l'image a de la profondeur, de couleur, de contraste. Et peut-être que c'est pour ça, après, vous êtes trop habitué à voir des films en numérique. Et donc, du coup, de voir un film en pellicule, ça réveille d'anciens... un sens de la beauté, peut-être. Comment votre film a-t-il été accueilli en Allemagne? En Allemagne. Il n'a pas encore été vraiment projeté en Allemagne. Il a été D'accord. projeté une fois dans un festival. Et puis, je crois qu'il y a pas mal de distance, de prise de distance avec ces films en Allemagne. C'est intéressant. Alors, on est en 2015, ça n'aurait échappé à personne. Le Fils de Saul, c'est aussi un film qui dit quelque chose sur notre actualité. Quand on compare ce que nous vivons aujourd'hui aux années 30, ça vous parle, ça vous inquiète? Oui, je crois qu'il y a pas mal de tendances inquiétantes. Et je crois que pas parler des tentations génocidaires dans la civilisation humaine, c'est d'être un peu aveuglé. Et je crois que la civilisation doit aussi, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vivre, se regarder en face et regarder ce qu'elle peut comporter de destructeur. Donc le cinéma peut atteindre les individus d'une manière très viscérale. Et c'était un peu mon but. Oui. Et encore une question que je voudrais vous poser sur la fin du film. Je ne vais peut-être pas la dévoiler, mais il y a un enfant à la fin du film qui joue un rôle important. Est-ce que vous avez envie de nous en dire plus ou... Non, pas du tout. Je pense qu'il faut préserver la fin du film, et j'aime bien que ça reste un voyage organique, ce film. Alors je poserai la question hors caméra. Peut-être peut-être encore quelques images de non, c'est votre premier film. Vous avez été sélectionné à Cannes. Vous avez eu le Grand Prix, qui est un peu la Palme d'Or bis. En gros, c'est ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'il a changé pour vous, ce prix, ce festival de Cannes? Et on a un peu dit aussi au moment du festival de Cannes que le film allait être polémique, qu'il allait faire scandale. Vous n'avez pas craint d'être instrumentalisé à un moment donné aussi? Non, pas du tout. Le film, je crois, parle pour lui-même. En tout cas, j'ai l'impression qu'il vit sa propre vie. On a fait ce film avec un respect pour les morts, en essayant de leur redonner la dignité. Et donc, du coup, ce film a été très bien accueilli et on en parle. Donc, c'était l'objectif et c'est une réussite pour nous. Merci László Nemes, merci Jean-Baptiste. Je ne peux faire que conseiller aux gens qui nous regardent aux quatre coins du monde, s'ils ont l'occasion de le voir en salle ou plus tard par un tout autre moyen, de voir ce film, donc Le Fils de Saul. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du 64 minutes.